Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Installe-toi confortablement, attrape ta boisson chaude préférée et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne écoute de ce nouvel épisode. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode en compagnie d'une startup qui a rejoint le programme Seed Olonze 2026 de Léonard. Et j'ai la chance d'accueillir le fondateur d'Outrevol. Salut. Enchanté. Écoute, François, c'est ça ? Exactement. François, ça me fait plaisir de te recevoir puisqu'on va parler du coup d'Outrevol aujourd'hui. On va parler à la fois de drones, on va parler de collecte de données via le drone, de prise d'informations, de tout ce qu'on peut faire avec un drone lié aux bâtiments et aux travaux publics. Mais avant toute chose, avant de parler de tout ça, je vais te demander juste de te présenter. Qui es-tu, ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à fonder Outrevol ? Ok. Merci de m'avoir accueilli sur ce podcast. Alors qui je suis, François Avinan, j'ai créé Outrevol, une start-up en robotique aérienne où on fait une technologie de nouveaux robots volants pour faire des opérations en accès difficile. Et ce qui m'a amené à être dans ce secteur-là, c'est que fin collège, je me suis tombé de passion dans le milieu des drones, des technologies embarquées, où au début j'en fabriquais pour faire du FPV. Okay. Donc c'est comme ce qu'on peut voir sur les conflits armés maintenant, mais c'était pour le loisir, où on vient avoir une caméra embarquée sur le drone pour vivre en direct, comme si on était à l'intérieur du drone. Et suite à ça, j'ai développé plein de drones en tout genre, à 4 moteurs, à un seul moteur, à 3 moteurs, en parallèle des études. En même temps, comme j'ai toujours voulu créer une boîte, je faisais de la prestation vidéo et je fabriquais ces fameux drones. Des drones de course ou des drones pour des vidéastes. Incroyable. Et donc ça me permettait de vivre de ma passion alors que j'étais encore au lycée. Et ça m'a permis aussi de mettre un doigt dans le monde de l'entrepreneuriat, où étant au lycée aussi, j'ai pu faire du e-commerce et me familiariser à cet écosystème-là. Puis ensuite, je suis allé en prépa. Donc, et puis là, j'ai arrêté de faire du drone. Et j'ai moins de temps déjà. J'ai focalisé sur ça et puis j'ai pu reprendre là-dessus quand j'étais en école d'ingénieur aux arts et métiers. Ou quand j'étais aux arts et métiers, j'ai pu rencontrer une entreprise qui fait de l'application de peinture en accès difficile. Ah oui, ok. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis rendu compte de la difficulté que c'est de faire des travaux en accès difficile, que ce soit d'un point de vue du coût, de la sécurité ou du temps et de la logistique associée à faire venir une nacelle, faire venir un échafaudage, pour faire des opérations qui parfois sont relativement simples, qui peuvent être en l'occurrence faire passer un pistolet ou mettre un coup de pinceau. Et venant du milieu des drones, c'est là que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça avec des drones, finalement ? Et naturellement, beaucoup de gens y ont pensé avant, ont essayé de faire ces opérations en accès difficile via des drones classiques. Mais la limite des drones, c'est que c'est des yeux déportés dans le ciel, sans réelle capacité à interagir avec une paroi, quelque chose de dur physiquement. C'est dans ce contexte-là que je me suis penché sur la problématique, pris de passion, jusqu'à créer Outrevol et ce nouvel... Donc c'est vraiment cet aspect de problématique d'accès, problématique de traitement de certaines actions par drone qui t'a amené à réfléchir, et vraiment cette passion du drone. Je pense que là, rien que ce que tu as cité juste avant, d'avoir fait des drones à la fois de course, du FPV, des drones peut-être juste pour le loisir, ça t'a stimulé, je pense, et ça t'a interrogé sur le fait de comment venir positionner un drone de manière autonome, puisque c'est de ça qu'on va aussi parler, je pense, durant l'échange. C'est que ce drone, il nécessite pas forcément un humain en plus pour faire l'action. Justement, il fait l'action à la place de l'humain. Est-ce que tu peux présenter justement rapidement Outrevol ? Qu'est-ce que vos drones ? Qu'est-ce que tu as développé ? Donc Outrevol, ce qu'on fait, c'est pas vraiment un drone. On aime bien dire qu'on fait de la robotique aérienne, où on mélange la robotique aérienne à la robotique mobile. C'est-à-dire que c'est un rover drone qui vient voler dans les airs, se poser sur une surface verticale et se déplacer au contact de cette surface. Et en étant au contact de cette surface, c'est là qu'on peut faire des opérations avec cette notion d'interaction. Et en guise d'opération, on fait de l'inspection, du nettoyage ou alors à plus long terme de la maintenance. Pourquoi ? Parce qu'on peut embarquer des capteurs spécifiques, des actionneurs spécifiques comme des brosses rotatives, des bras robotisés avec des préhenseurs particuliers. Et donc en fait, c'est un drone qui est composé, un rover drone qui est composé d'hélices pour accéder à la zone difficile d'accès, et ensuite de roues pour se déplacer avec une précision millimétrique et avoir de la stabilité sur la paroi sur laquelle on vient opérer.
J'aime bien faire le comparatif avec une abeille. Ouais, Les abeilles, j'étais en train de c'est chercher ça. un insecte qui pouvait se rapprocher, justement. Exactement. Ben, les abeilles, c'est quoi? C'est les chirurgiennes du ciel, c'est les bâtisseuses. Et Mhm. comment elles font? Ben, elles peuvent accéder à n'importe quelle zone parce qu'elles viennent voler dans les airs. Et ensuite, quand elles se posent, c'est là qu'elles ont la précision parce qu'avec leurs pattes, ben, elles ont cette fameuse précision. Peut-être eux, c'est de l'ordre du micron, j'en sais rien. Mais ils ont une précision, une capacité à interagir que ne peut pas avoir, par exemple, un colibri qui envole à côté d'une fleur. Mhm. Donc c'est dans ce contexte-là que c'est une nouvelle typologie de robots volants qui permet de faire en fait de nouvelles choses qui étaient actuellement impensables à faire avec un drone classique. Mhm. Et quand tu dis qu'elle vient se positionner contre la paroi, comment justement tu arrives à faire que ce rover drone se pose sur la paroi? Parce que un drone classique, Ouais. comme on voit, il y a les hélices qui tournent, etc. Ça pourrait le stabiliser, mais ça ne le pose pas finalement. Exactement. Donc on a 8 hélices en tout. Ok. On a des hélices pour se battre contre la gravité, j'ai envie de dire, donc pour voler dans les airs. Et on a des hélices aussi pour plaquer contre une paroi. Et c'est ces 8 hélices qui travaillent en symbiose qui permet de faire ce qu'on appelle des atterrissages verticaux. Donc on n'atterrit pas au sol, on atterrit vraiment sur une paroi. Et ensuite, ces 8 hélices, ben, elles travaillent ensemble pour s'assurer que les 3 roues qu'on a sur la paroi aient un bon appui de contact. Et donc, quand on est sur un mur, c'est plus du tout les mêmes dynamiques, les mêmes lois de commande, ça n'a rien à voir avec un drone classique, Ouais. c'est vraiment un rover Ouais, drone. un robot. Ensuite, les roues elles sont motorisées avec des encodeurs, ce qui nous permet en fait d'avoir cette fameuse précision de l'ordre du millimètre, en plus d'avoir cette notion de stabilité sur les efforts qu'on vient mettre sur une paroi. Mhm. Donc ça, c'est des outils que tu as déjà poussés sur plusieurs domaines. Là, on est réunis parce qu'on est lors du lancement chez Vinci Léonard, l'univers Vinci. Est-ce que c'est sur des chantiers, par exemple, ou autre, que tu as pu le tester au début? Parce que j'imagine que tu as dû faire des prototypes, le montrer, faire en sorte que ça soit aussi accepté, intégré dans des process. Parce que quand tu as dû présenter la première fois, je pense, ce genre de projet, les gens, ils ont jamais dû voir quelque chose de similaire finalement. Mais c'est vrai que les dronistes ou les gens qui ont eu l'habitude de voir passer beaucoup de projets drones, ils sont surpris, agréablement surpris de voir, on était à l'UAV Show, qui est le plus gros salon européen du drone. Souvent, ils faisaient le tour du salon et à la fin, ils disaient « Ah, enfin, on a vu une vraie innovation, un vrai game changer ». Là où actuellement, ce qu'on appelle drone, c'est plus ou moins des choses avec 4 moteurs ou alors des ailes. Et là, ça vient vraiment combiner des roues motorisées avec Ouais, il y a des vraiment petites plein hélices d'univers pour faire techniques qui viennent se plugger sur cet outil. Ça, c'est quelque chose que tu as développé tout seul ou est-ce que tu avais des équipes avec toi sur la réflexion? Parce que j'imagine que toi, tu dois en dessiner ou en avoir des projets de robots depuis très longtemps. Finalement, depuis le lycée, tu penches sur ce genre de sujet ou tu l'as fait comment ce C'est vrai que projet? cette expérience depuis le collège-lycée, ça permet d'itérer rapidement, Mhm. chose qui n'est pas facile en hardware. Et puis ensuite, j'ai pu commencer pendant mes études. Donc j'ai pu réellement commencer quand j'étais à Polytechnique Montréal en libérant du temps sur ce projet-là. Ce qui fait que ça me permettait même d'être accompagné par un directeur de recherche spécialisé en robotique. Ensuite, quand je suis retourné en France, sur Paris, j'ai fait une expertise en entrepreneuriat, en création d'entreprise aux arts et métiers. Et pendant 6 mois, je ne faisais qu'une chose pendant mes heures de cours, c'était appliquer les cours sur mon projet. Donc faire du juridique, du marketing, de la comptabilité. Et le soir, c'est là que je travaillais plus sur la partie technique liée au produit. Et puis ensuite, mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez une entreprise qui fait de la peinture en accès difficile. Okay. Et là, c'était parfait parce que la journée, en fait, je voyais la réalité du terrain, la problématique liée au permis d'accès, à la location, au déplacement de nacelles, à l'assujettissement des opérateurs, les formations associées. Et puis le soir, je pouvais travailler également sur la techno, ce qui fait que ça me donnait une vision d'ensemble sur le marché, le besoin des clients, avec aussi directement faire avancer la techno. Et à l'issue de ça, en sortie d'études, c'est là que j'ai pu créer Outrevol, où maintenant je suis à temps plein dessus. Et là, en 2025, j'ai un associé qui m'a rejoint, Antonio, et on a l'équipe qui s'étoffe également avec 2 ingénieurs là, qu'on embauche, un nouveau qui arrive prochainement, plus des mentors, des gens expérimentés qui ont déjà été experts, que ce soit dans le milieu des drones ou même le milieu de la mécatronique, qui viennent nous appuyer, nous aider pour aller encore plus vite et surtout plus loin à notre humble échelle.
Et en termes de robots que vous avez pu vraiment délivrer, vous avez combien de robots combien de temps ça met à créer un robot comme celui que vous produisez chez Autrobal? Alors le gros du travail déjà, ça a été de repenser une architecture qui combine des hélices, des roues. Une fois qu'on le voit, ça peut sembler évident, mais quand on part d'une page blanche, c'est le gros du travail, l'architecture mécanique. Ensuite, faire l'électronique associée à ça, puis refaire toutes les lois de commande, donc refaire tout le software associé. Ça a été le gros bloc qui maintenant a été très bien défriché. Et c'est depuis seulement quelques semaines, quelques mois, qu'on commence enfin à pouvoir déployer, avec un premier déploiement test qu'on a pu faire en octobre, dans le domaine la plus de l'énergie. Et là, on a un deuxième déploiement qui est sur plus du pétrochimique, où on vient vérifier des épaisseurs de matériaux sur des cuves pétrolières en zone ATEX. Et donc pour faire ça, on embarque des sondes ultrasons. Donc c'est le milieu du contrôle non destructif. C'est le premier marché sur lequel on est. C'est un type d'inspection, un type de contrôle qui nous permet en fait de voir l'intérieur des matériaux, voir ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc il faut être au contact du matériau. Et là, on embarque en fait des sondes ultrasons où on vient scanner l'intégralité d'une cuve ou alors sur des zones précises pour assurer qu'il n'y a pas de défaut spécifique. Et pour faire ça, typiquement, on travaille avec des organismes de contrôle qui viennent certifier que la mesure est faite correctement. Et surtout, cet organisme de contrôle, il vient derrière traiter cette donnée pour pouvoir sortir un diagnostic comme quoi le site pétrolier, en l'occurrence, peut continuer d'exploiter sa cuve. Oui, en fait, avec un outil comme celui que vous avez pensé et que vous commencez à déployer, ça vient élargir, je pense, certains usages qui n'étaient pas forcément imaginés ou même rendus possibles avec les outils qui existaient déjà avant, c'est ça? Ouais, j'aime bien, c'est bien faire un parallèle qui fait écho à ça, où maintenant, pour faire une prise de vue aérienne, ça semble évident qu'on utilise un drone classique. Mais il y a 20 ans, c'était hélicoptère ou avion. Maintenant, ça semble aberrant d'utiliser un avion ou un hélicoptère pour avoir une maison, une vue de son usine, une vue du ciel. Nous, c'est le même chemin le même combat qu'on essaie d'avoir avec les nacelles, les échafaudages ou les moyens sur corde. Pour faire du gros œuvre, ils sont nécessaires, ils sont absolument utiles, mais il y a plein d'opérations qui sont relativement légères et qui peuvent être faites à l'aide d'un robot volant. Et c'est ce qu'on vient faire justement avec ce rover drone. C'est pour ça qu'on dit qu'on vient réinventer les opérations en hauteur. C'est pas qu'on change le métier, c'est juste qu'on a un nouvel outil qui permet de changer la facilité avec laquelle on vient faire ces relevés de mesure en l'occurrence. Et ton entreprise dans laquelle tu étais sur ton stage de fin d'études, est-ce que tu leur as fait tester ou est-ce que tu les as aidés est-ce que tu les as mis un peu en commun, puisque au final c'est un peu eux qui ont servi de laboratoire pour toi ta réflexion. Est-ce que tu leur as permis de tester cet outil aussi sur terrain? Eux, c'est plus orienté application de peinture. Donc l'application de peinture, c'est un horizon plus long. Ouais. Souvent, on tranche en trois grandes catégories d'action. Il y a le contrôle non destructif. Donc c'est des capteurs qu'on vient mettre au contact de surface. Ensuite, il y a le nettoyage. Nous, on peut faire du nettoyage mécanique avec du brossage ou du jet d'eau à haute pression. Et ensuite, il y a la maintenance. Et dans la maintenance, il y a notamment l'application de peinture. Et la maintenance et l'application de peinture, c'est des opérations qui sont plus longues, plus lourdes à traiter, et qui demandent une maturité plus importante. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on se focalise sur l'inspection et le nettoyage. Mais justement, ils sont très intéressés pour la partie application de peinture. Surtout quand on voyait à quel point on pouvait faire gagner du temps et de l'argent par ces technologies-là. Et tu parles de plusieurs usages, mais est-ce que tu dois adapter le robot, le rover drone à chaque usage? Par exemple, si tu fais du nettoyage, est-ce que la technologie, tu dois l'adapter ou est-ce que c'est des choses que tu changes sur l'outil? Donc effectivement, comme on le voit par exemple avec Vinci, il y a plein de cas d'usage différents. Et comment on fait pour avoir une techno qui soit la plus uniforme possible? Et donc pour ça, on a on va dire 2 modèles de rover drone. On a le modèle NDT comme Non-Destructive Testing et le modèle OPS comme opération. Et le modèle NDT, c'est le modèle plus petit qui fait environ 60 cm d'envergure, qui embarque ces fameux capteurs de contrôle non destructif, qui embarque une charge utile d'environ 1 kg, un peu en dessous d'1 kg. Ça dépend à quel point on vient mettre de la batterie, l'autonomie ou non. Et ensuite, on a un deuxième modèle
qui là est encore en développement. C'est le modèle OPS pour faire des opérations, qui fait plutôt de l'ordre d'1 mètre d'envergure, avec jusqu'à 5 kg de charge utile et plus de 10 kg de force de plaquage. Et là, ça permet de faire des opérations beaucoup plus importantes, comme par exemple porter un pistolet airless, donc pour faire de l'application de peinture, avec des tuyaux haute pression reliés au sol avec une pompe. Ouais, parce que là, du coup, en ajoutant ce genre d'outils, un airless, etc., tu ajoutes une force différente qui vient contrebalancer avec toi ta force de plaquage. Oui, il y a effectivement une petite force de recul liée qui nécessite plus de pistolet. réflexion, je pense. Et au-delà de ça, comme le tuyau ici est beaucoup plus lourd, Ouais. comme c'est des tuyaux de En termes de pression pour la charge. peinture, c'est intéressant d'avoir une version plus grosse pour pouvoir monter plus haut aussi. Et donc là, vous en avez. T'en as combien des drones, enfin des rover drones comme ça t'en as, Actuellement, on est sur le début du déploiement, justement. Donc, on a 2 rover drones. Ok. Et là, on est justement sur la phase où la techno commence à se stabiliser. Et Donc, que on vient la chercher faire monter en passer maturité, faire monter en robustesse. Du coup, on teste différents cas d'usage, la notion d'étanchéité notamment, la notion de protection de l'environnement liée à l'environnement extérieur, la notion de robustesse, le mean time between failure, qui est très important sur des sites sensibles. Donc les protocoles de sécurité qu'on met à ce niveau-là. Et surtout que ce qui compte, c'est que ce soit répétable et stable. Là où, par exemple, on peut voir des démos avec des drones classiques, mais ce qui manque, c'est la notion de stabilité, de répétabilité, qui est essentielle dans le monde du BTP. Ouais. Et dans le monde du hardware aussi, c'est pas du jetable, donc on est sur quelque chose qu'il faut faire du durable pour que ça soit aussi rentable et à la fois que ça soit pas trop complexe à venir faire, parce que je pense que la production d'un rover drone comme ça prend du temps, effectivement, c'est un investissement. Comme le tien, tu le fais pas aussi vite qu'un FPV ou un drone classique où tu peux en faire je sais pas combien dans la journée, quoi. Ouais, c'est beaucoup plus rodé, on va dire, le FPV. Et donc ça, tu le produis où? Enfin, est-ce que c'est des productions que tu arrives à garder en France, ou est-ce que tu es obligé de t'entourer de partenaires étrangers pour produire ce genre d'outils? Là, on a la chance de pouvoir tout faire dans nos ateliers. Donc, on est basé autour de Bordeaux, à Mérignac, dans l'incubateur TechnoWest, qui est un des incubateurs qui a vu passer le plus de projets drone en France. Et on a un ensemble de machines, des fraiseuses, on découpe notre note carbone, on imprime les pièces qu'il faut. Sur certaines pièces spécifiques, à la limite, on peut les faire sous-traiter. Et sinon, on fait conception, assemblage et fabrication tout en France. Ah, vous faites tout chez vous. Et est-ce que toi, de ton côté, tu continues à faire du prototype, peut-être à échelle différente, mais pour faire avancer le produit? Est-ce que tu continues, toi, à créer du drone, à créer du robot, de la robotique et du drone robotique de manière autonome chez toi pour essayer de creuser ces sujets ou pour faire avancer le produit, ou est-ce que ça a changé maintenant tout est dans le cadre d'Outrevol. Tout va dans une seule et même direction. Et il y a de quoi s'amuser pendant au moins oui, je pense que là, tu as quand même pointé un usage, mais aussi une technologie franchement qui est assez bluffante, tu vois, dans l'application, mais surtout dans la réflexion, parce que c'est pas juste pour traiter un usage, c'est pour traiter quelque chose de plus complexe aussi, des usages complexes. C'est aussi le moment que tu as choisi, ce moment où tu es rendu sur Outrevol pour candidater à un programme comme Suicide. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'inventeur, à candidater dans un programme Léonard SID? Mais là, on est justement à la phase où on a une technologie qui commence à être assez mature pour être sortie d'un laboratoire et être testée et validée sur des réels cas d'usage. Et c'est justement le propre de Vinci. On a parlé de plein de cas d'usage différents. Avec toutes les filiales, on a plein de cas, ne serait-ce déjà que dans l'inspection, le nettoyage, où on a trouvé des marques d'intérêt. Où avant même de rentrer dans ce programme-là, on était en discussion, en échange avec trois filiales de Vinci. Et ça semblait comme une évidence finalement de rentrer dans ce programme-là pour accélérer, fluidifier les échanges et surtout s'ouvrir à encore plus de marchés chez eux. Et on aimait beaucoup l'état d'esprit avec les équipes en discutant, en échangeant avec Vinci. Donc pour l'instant, tout semble filer droit. Et ça va permettre justement de valider cette phase, de valider en fait la valeur ajoutée opérationnelle du rover drone. C'est vraiment ça l'objectif du programme. Maintenant qu'on a un prototype qu'on peut mettre sur terrain, c'est montrer la
la valeur et l'attraction du marché. Et toi, donc, quand tu es arrivé, toi, tu travailles toujours à Bordeaux, du coup, là où vous êtes vos ateliers. Quand tu es arrivé aujourd'hui, cette journée, l'ONG, cette matinée que tu as passée avec les autres fondateurs de CID, est-ce que ça t'a permis aussi de... Est-ce que ça t'a servi aussi d'enseignement? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont venues après tous ces échanges? Comment tu repars de cette première journée au sein du programme CID? Alors, elle n'est pas finie la journée, mais déjà de ce qu'on a pu voir, de ce que j'ai pu voir, c'est il y a beaucoup de startups dans un secteur assez similaire, souvent des startups hardware, donc avec plein de problématiques similaires, que ce soit d'un point de vue commercial, technologique ou même juridique ou humaine, en quelque sorte qu'il soit. Donc rien que ça, discuter entre fondateurs de leurs problématiques, comment eux ils y ont répondu, c'est extrêmement inspirant. On a aussi des clients ou des contacts communs. Donc on voit, ah ok, moi j'ai eu telle info, tac tac. Ça permet de... c'est l'effet de réseau qui est très bénéfique. En plus d'avoir ici un ensemble de décideurs du groupe Vinci qui sont, par exemple sur la journée du pitch, ça permet de rencontrer des gens auxquels on n'aurait pas eu accès ou alors difficilement accès. Et là, en fait, sur l'effet de mise en relation qu'Antoine fait très bien, ça fluidifie finalement tous les échanges et on a directement la bonne personne. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est que Vinci ou les grands groupes, c'est comme un pays. Soit parce qu'on connaît une personne dans Vinci qu'on connaît toute la France. Ouais, c'est clair. Donc ça peut prendre du temps avant de trouver le bon chemin. Et là, ça permet de filer droit. Surtout que dans le cas d'Outrevol, je pense que les décisions elles sont prises à un très haut niveau de mise en application. Donc dans ce genre de groupe, tu vois, d'intégrer des technologies comme la vôtre, je pense que d'avoir ce petit marchepied au sein du programme ou au sein d'un programme comme celui de Léonard, c'est quand même un gain de temps essentiel quand tu entreprends, surtout dans du hardware où le temps il est hyper important parce que la technologie, soit elle évolue, mais elle coûte de l'argent. Donc le temps, on fait que de le dire, le temps c'est de l'argent. Si tu gagnes du temps à aller rencontrer les bonnes personnes qui te font appliquer au bon endroit, ça te permet d'aller mettre ton argent sur d'autres développements. Ça te permet de bien utiliser les ressources, exactement. D'allouer les ressources au bon endroit. Exactement. Et où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité d'Outrevol? Est-ce qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast, qui vont découvrir via 6h du mat, qui est plus un podcast lié au chantier, au bâtiment, etc., mais qui est aussi orienté technologie? Où est-ce qu'on peut retrouver Outrevol? Où est-ce qu'on peut retrouver des petits cas d'usage? Je pense que j'imagine qu'il y a pas mal de choses visuelles, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut montrer. Où est-ce qu'on peut retrouver ça, François? Là, justement, on sort de la période de non-divulgation liée au dépôt du brevet, à la montée en maturité de la technologie. Donc là, dans les mois qui viennent, on va enfin commencer à communiquer à plus grande échelle. Et donc, on peut nous retrouver sur LinkedIn, YouTube, Instagram, les réseaux comme ça. Okay. Il y aura effectivement pas mal de choses visuelles à montrer par le caractère volant et impressionnant selon ce qu'on fait visuel du rover drone. Ok, très bien. Écoute François, j'espère que tu as passé un bon moment ce matin à venir présenter Outrevol, à nous présenter ton expérience au Launch Day Léonard à ton entrée du programme CID. Et voilà, écoute, j'espère que ça va être porteur et vraiment ça va vous aider à développer une technologie qui est vraiment franchement incroyable. Rien que dans la vision, je trouve que tu as une vision quand même d'entrepreneur innovateur qui est très inspirante. Merci. Et j'espère que ça aura inspiré pas mal de monde à écouter ce que tu as à dire, à suivre l'aventure Outrevol. Et nous, on se retrouve très vite pour la découverte d'une nouvelle entreprise, une nouvelle startup qui a intégré le programme CID sur Léonard. Merci François. Merci. J'espère que tu as apprécié ce nouvel épisode sur 6h du Bat. Si ce n'est pas déjà le cas, je te laisse t'abonner et laisser 5 étoiles. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP.